Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Je suppose que votre morale est au beau fixe avec toutes ces bougies vertes, hein? En tout cas, le Social Index lui fait une poussée au 34, toujours dans la peur, mais on sent bien que le mot bottom commence à titiller de plus en plus de monde. Et notre market order flow, lui, est dans le neutral. Pour tous ceux qui débarquent dans l'écosystème, je tiens juste à appuyer sur un terme, qui est l'unité de temps. Oui, c'est tout vert, c'est tout mignon, mais l'inversement d'une tendance ne se fait pas en une semaine ou deux. Il y a toujours plusieurs mois de consolidation, alors ne cramez pas votre capital avant même que le cycle haussier soit confirmé. Au fait, j'en ai parlé dans un live, sachez qu'il y a un NFT à gagner pour celui qui comptabilisera le plus de first à chaque nouveau Zap Crypto pendant tout le mois de septembre. Bon, je veux pas vous décourager, mais Fredouille est un vrai bot humain, alors good luck à vous pour arriver à le détrôner. Une dernière petite chose, j'ai reçu cette magnifique photo de Cyril, c'est juste dingue de voir son NFT affiché chez un zapper. C'est vraiment beaucoup d'émotions différentes qui se mélangent. Merci à vous d'être qui vous êtes, j'ai vraiment l'impression d'avoir à mes côtés les meilleures personnes de la cryptosphère. Vous êtes toujours pleines de bienveillance, de soutien, mois après mois. Beaucoup d'amour entoure cette chaîne, c'est le plus beau des ciments. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous invite à voir la vidéo de Marie-Elena en entier. J'ai découvert cette créatrice avant-hier et son format est vraiment agréable à regarder. Alors n'oubliez pas de vous abonner à elle si vous appréciez également son travail. Bonne soirée à tous, c'était Zap Crypto. Vers une adoption plus large en 2030, donc il s'agirait de 500 millions d'utilisateurs en plus d'ici les 8 prochaines années. Je dirais un peu plus, mais... Et 500 millions de 2030 à 2040, donc... Voilà, donc en gros d'ici... une bonne moyenne. C'est ça, donc en gros d'ici 20 ans, 1 milliard d'utilisateurs en plus, et il paraîtrait qu'ils viendraient surtout d'Afrique et d'Asie, et ce seraient des consommateurs moyennement plutôt aisés, donc à voir. Moi je pense que, ce n'est que mon avis, la crypto va tellement se démocratiser que même l'utilisateur sans trop de moyens pourra, je pense, ouvrir un exchange et se mettre à la crypto sans aucun problème. C'est quoi? C'est un rapport de HSBC, donc bon, sur quelle data ils se sont basés pour nous pondre ce rapport, je n'ai pas de tenant. En attendant, 500 millions de nouveaux investisseurs sur les cryptos d'ici donc 7 ans, ça paraît pas invraisemblable en fait. Non, loin de là. On peut s'imaginer que c'est plausible. Donc, je vous laisse imaginer, avec 500 nouveaux millions d'utilisateurs, les prix d'aujourd'hui, ils seraient à combien, quoi? Donc, en 2030, on serait sur quelle moyenne et sur quel prix du BTC? T'imagines bien que s'il y a autant d'adoptions là dans les 7 prochaines années, ça risque d'être assez dingue, quoi. On s'est fait la même remarque. Je me suis fait la même remarque pendant la news. C'est pour ça que je pense que holder le long terme pour certaines cryptos comme Bitcoin, Ethereum et d'autres qui tirent leur épingle du jeu, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous voulez ne pas vous amuser à acheter au plus haut, vendre au plus bas, vous achetez, vous gardez et rendez-vous dans 10 ans si vous n'êtes pas pressé, parce que de toute façon on est là pour la tech avant tout, donc on n'est pas censé être pressé. Plus d'utilisateurs, plus d'achats, plus de mouvements, peut-être plus de réglementation, plus de contrôle. Sans transition, on a Vitalik Buterin qui est inquiet de la spéculation grandissante sur les Ethereum Name Service. Mais tout d'abord, je vous rappelle que les Ethereum Name Service sont des noms de domaine finissant en .eth qui redirigent vers une adresse sur la blockchain Ethereum, et ces noms de domaine peuvent être réservés soit pour les utiliser ou les revendre sur une place de marché secondaire comme sur OpenSea par exemple. À savoir que ces derniers temps, le prix de ces ENS fait l'objet d'une spéculation de plus en plus importante de la part d'acteurs qui achètent un grand nombre de ces noms de domaine dans l'espoir de les revendre plus cher. Une situation qui inquiète Vitalik Buterin, qui estime que cette spéculation pourrait entraîner une situation où un grand nombre de ces ENS pourraient être dormants, en raison du fait que le prix de vente pourrait freiner leur achat, ce qui au final entraînerait une perte de revenus pour la DAO d'Ethereum Name Service. Et donc pour mettre fin à la spéculation, le fondateur d'Ethereum a émis la proposition d'imposer une taxe annuelle qui rendrait non rentable la conservation de ces ENS dans le seul but de les revendre, car tous les ans, les propriétaires d'un ENS devraient choisir entre payer la taxe qui aura été calculée en fonction de la demande ou de revendre l'ENS au plus offrant. Bref, pour le moment il ne s'agit que d'une proposition et bien sûr, affaire à suivre dans ce délai crypto. Petite parenthèse, MyDID, une vidéo FAQ sera publiée cette semaine. Je remercie les membres de la communauté qui ont pris le temps de poser des questions. XSL Labs, ce n'est plus juste un white paper. L'application MyDID est disponible sur l'App Store et Android pour vous permettre de comprendre comment vous allez pouvoir gérer votre identité avec la décentralisation dans un futur proche sur une multitude de services web. Allez, je vous en dirai davantage dans la prochaine vidéo dédiée à MyDID.
Que se passe-t-il dans les couloirs de la plus célèbre et de la plus sulfureuse des banques britanniques ? La pieuvre HSBC, la banque aux 1000 scandales qui a dominé le monde financier pendant des décennies, montre des signes de santé inquiétants. À la Bourse de Londres, son titre est capricieux et dégringole de 39,96% en un an, après qu'il s'est déjà effondré en 2020 pendant la crise sanitaire. Dans le milieu, on ne parle plus que de ces plans de restructuration qui s'enchaînent depuis plusieurs années sans jamais apporter les améliorations attendues. Devenue too big to fail bien avant ses concurrentes, elle a récemment été sommée par la Banque d'Angleterre, avec quelques autres de ses consoeurs, de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation et éviter aux contribuables anglais d'avoir à mettre la main à la poche en cas de difficulté, voire, le mot est lâché, de faillite. Il faut réussir à s'imaginer HSBC en faillite, car il y a 12 ans seulement, c'était la deuxième plus grosse banque du monde en termes de capitalisation boursière, et avant ça encore, c'était elle qui dominait la planète en reine de l'argent, présente partout en tant que banque des voyageurs et des grandes fortunes. C'est pour elle qu'on a inventé le terme de bankster. Son pouvoir n'avait quasiment aucune limite. Elle s'est longtemps crue au-dessus des lois, mais toutes les bonnes choses ont une fin, l'heure est au compte. L'actualité d'HSBC est chargée et c'est l'occasion pour moi de revenir sur l'histoire de la banque la plus provocante de l'histoire, pourquoi elle a été créée et comment elle a conquis le monde financier au mépris de toute déontologie. Les origines de ces difficultés, dont je vais vous parler ensuite, sont aussi porteuses d'espoir pour les opposants à la plutocratie et au big banking qui domine toujours le monde, car HSBC est à deux doigts de perdre aussi son statut de too big to jail, trop gros pour aller en prison. Binance lance une série de meetups qui veut dire rencontre en Afrique francophone. Un rapport de la banque HSBC montre que d'ici 2030, il y aura 500 millions de nouveaux utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde. Un chiffre qui pourrait atteindre le milliard d'ici 2050. Les analystes de la banque prévoient que la majorité de ces arrivants viendront d'Asie et d'Afrique. Binance se positionne donc sur cette prévision. L'échange envisage de fournir des services adaptés sur le continent africain au cours des prochaines années. Le 10 septembre, Binance Afrique, la branche africaine de Binance, a organisé une conférence dénommée Binance Meetup Bénin, à Cotonou, la capitale économique de la République du Bénin. L'événement marque la première étape d'une série de conférences dénommées Binance Meetup Tour, dont l'objectif est de donner une meilleure visibilité à l'échange dans la région francophone du continent africain. Dans un sens plus large, ces rencontres visent à sensibiliser le public sur l'adoption des cryptos. Ceci afin de stimuler l'inclusion financière dans la région. Je voulais maintenant rapidement vous parler de Huobi, c'est un exchange et en fait il y a 7 crypto-monnaies, on va dire anonymes qui permettent d'avoir des transactions anonymes qui vont être délistées de Huobi, qui vont disparaître de Huobi pour des raisons réglementaires. Donc on commence à voir les exchanges qui commencent à avoir peur des divers crypto-monnaies qui peuvent être associées à des actions, à Tornado Cash ou à d'autres choses, on va dire illégales, parce que voilà, c'est utilisé potentiellement par des hackers ou autres, et c'est très triste de voir ce type de crypto qui vont disparaître petit à petit des exchanges. Monero, Zcash, c'est des crypto-monnaies qui existent depuis très longtemps. D'ailleurs, Zcash permet de faire des transactions anonymes mais pas que, Monero que anonyme. Mais moi, vous savez, j'ai déjà parlé suffisamment de ce sujet, mais j'espère que, je souhaite que tout le monde ait le choix de faire ou non des transactions de ce type pour assurer la confidentialité et la sécurité de ces transactions et ne pas publier toutes ces transactions sur Internet à tous. Alors, le gouvernement ne peut pas interdire les crypto-monnaies, c'est le principe même de la blockchain d'être inarrêtable, mais il peut interdire la vente et l'utilisation de ces cryptos. Ça signifie plus de paires BTC, plus de paires ETH, plus aucune activité professionnelle ou non liée à ces cryptos. Et les conséquences ont sans doute une délocalisation des activités et donc une baisse drastique de la croissance et de l'innovation de cette technologie au sein de l'UE. Interdire le proof of work au sein de l'UE, ça serait pousser les acteurs à l'extérieur du territoire au lieu de les embarquer avec l'Europe pour avancer ensemble. Ça serait se tirer une énorme balle dans le pied. Déjà que l'Europe ne réunit pas les meilleures conditions pour faire du minage, si en plus on peut pas bénéficier du minage qui se réalise à l'extérieur parce qu'on interdit l'utilisation des cryptos qui reposent dessus, on peut tirer un gros trait sur notre crédibilité et notre bon sens. Heureusement, l'interdiction du proof of work n'a pas été acceptée, donc on aurait pu croire que l'UE avait enfin raisonné, qu'elle avait enfin compris l'écosystème crypto. Pas du tout, non. On en a pas parlé, mais Mika voulait aussi encadrer les stablecoins, juste superviser l'offre et encadrer les émetteurs. Mais là, Mika 2 veut carrément interdire les stablecoins sur le territoire européen.
Quelle erreur monumentale. Le Conseil de l'UE a même reçu une lettre de la part de 2 associations européennes, Blockchain for Europe et la Digital Euro, pour exprimer leurs inquiétudes face aux graves conséquences que pourrait avoir cette décision. Christine Lagarde l'a bien précisé dans son discours récemment, MiCA 2 devrait réglementer les activités des cryptoactifs qui font des prêts. En gros, MiCA voudrait couvrir la finance décentralisée en limitant, voire en interdisant les stablecoins adossés à une devise étrangère. Sachant que plus des 3/4 des stablecoins sont adossés au dollar, la DeFi n'aura en fait plus les ressources pour prêter aux Européens. Ça serait génial, hein. Déjà que les banques commerciales traditionnelles ne prêtent pas un centime aux projets crypto pour se développer, si en plus ils ne peuvent plus se financer auprès de la DeFi et de la blockchain, tu peux être sûr qu'il y aura une grosse fuite des activités crypto en dehors de l'UE. Tu parles d'un soutien de l'innovation technologique. Les 2 raisons qui poussent l'UE à faire ça, c'est déjà de garantir la parité entre les tokens émis et les réserves de liquidité, surtout depuis l'effondrement de l'UST qui a fait peur à tout le monde, et aussi de conserver la souveraineté monétaire de l'UE. Mais c'est trop tard les gars, je crois, hein. Ça y est, le dollar américain a déjà dominé le marché des stablecoins. Tu veux qu'on parle de l'Euroc? À l'heure où je te parle, c'est même pas 600 000 € de volume d'échange, et l'USDT en comparaison, c'est presque 50 milliards de dollars. Partons maintenant en Argentine où la ville de Buenos Aires continue d'accélérer sa transition vers une nouvelle économie basée sur les cryptos et la blockchain. Mais avant de vous parler de cette actualité, je vous rappelle que le maire de Buenos Aires avait déclaré il y a quelques mois que la ville allait prochainement accepter les cryptos pour le paiement des impôts, et le mois dernier, on apprenait également que la ville allait déployer des nœuds de validation pour la blockchain Ethereum en 2023. Et aujourd'hui, on apprend qu'un projet de loi porté par un législateur au niveau local ambitionne d'utiliser la blockchain pour le versement des prestations sociales, car en Argentine, d'après ce législateur, les programmes d'aide sociale au niveau local sont fréquemment utilisés par des intermédiaires qui se serviraient de ces aides pour forcer les bénéficiaires à participer à des activités politiques, comme des blocages de rue ou des manifestations. Donc il estime que dans ce cas-là, la blockchain permettrait une plus grande transparence, ce qui permettrait de diminuer, voire même de supprimer ces pratiques. Bref, alors que Buenos Aires multiplie les cas d'usage des cryptos et de la blockchain pour moderniser son économie, la ville pourrait bien devenir un modèle à suivre dans les prochaines années pour les autres grandes villes du pays et d'Amérique latine. Nous sommes le 13 septembre 2022 et le 13 septembre 2022, ça ressent un petit peu, au niveau militaire je dis bien, ça ressemble un petit peu au 24 août 1944 quand les Américains s'apprêtaient à rentrer dans Paris. C'est en tout cas le sentiment qu'on a sur les marchés depuis quelques heures. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la télé hier soir et les experts militaires après la dernière attaque victorieuse des Ukrainiens. Visiblement la face du monde s'est complètement transformée, c'est incroyable le nombre d'experts Covid qui sont devenus experts en variole du singe, qui là tout d'un coup sont experts en militaire. On a l'impression que les mecs ils ont passé leur vie entière sur des champs de bataille. C'est des gars qui sont français, qui ont probablement mis 3 jours par année les pieds à l'armée, et donc du coup ils sont devenus experts militaires. Et depuis hier, donc la quasi-victoire de l'Ukraine sur la Russie, selon les médias, eh bien, semble avoir carrément changé la face du monde. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi une confiance débordante sur ce qui va se passer tout à l'heure au niveau des chiffres du CPI, puisque visiblement, on maîtrise clairement la chose. Et encore une fois, comme d'habitude, dans les marchés boursiers, on sait exactement où est-ce que l'on va. Alors le CAC 40, eh bien, il ricoche sous les 6380 et se retrouve actuellement un petit peu au-dessus des 6320. La journée n'est pas terminée. En Allemagne, le DAX est passé de un peu plus de 1,10% à moins 0,3%. Alors, ce genre de contre-pied, évidemment, c'est une douche froide pour ceux qui ont payé de façon peut-être un petit peu optimiste avant la publication des chiffres. Mais en fait, quelle que soit la statistique publiée aujourd'hui, de toute façon, on va dire que les boules avaient gagné la partie. Ils ont réussi à faire remonter le CAC 40 de 6000 vers 6003. Ils ont réussi à faire rebondir le DAX de 1000 points, de 12005 vers 13005. Et pour le S&P, repasser au-dessus des 4100, là aussi on veut dire que le contrat est rempli. Et puis je rappelle que cette remontée des indices, 5 séances de hausse consécutives, s'est effectuée dans un vide sidéral avec des séances à moins de 2 milliards à Paris avant le coup de cloche final. Alors évidemment avec les arbitrages de dernière minute, on arrivait à des séances à 3 milliards, mais la réalité c'est que pendant la session,
on était bien en deçà des 2 milliards. Donc, qui achetait le marché? Eh bien, quelques robots, tout simplement, et les entreprises qui poursuivent leur programme de rachat de titres, les fameux buybacks, qui sont en fait les véritables moteurs du rebond des marchés depuis le 16 juin dernier aux États-Unis et le 5 juillet en Europe. Il y a un sondage qui est sorti hier, qui a été demandé et commandé et effectué par la Deutsche Bank. Et ce sondage laisse supposer que grosso modo, 74% des investisseurs, alors je dis bien des investisseurs sondés, 74% des investisseurs qui ont sondé, moi j'ai pas été sondé, eh bien ces 74% s'attendent à une correction de 20% au minimum dans les mois qui viennent. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en général, quand on vous annonce un truc comme ça aussi clairement sur un laps de temps aussi serré, c'est clair que ça ne se produit pas. Hein. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier, les coups sûrs, à chaque fois que je me suis trouvé face à un coup sûr, je me suis fait démonter mes propres en ordre à chaque voyage. Alors là, le coup sûr de 74% des gens qui pensent que ça va baisser, bah c'est clair que ça baissera pas. Après, quand on regarde le comportement de la VIX aujourd'hui, c'est l'autre truc qui gêne de l'autre côté, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est super serein. Alors je me demande, qu'est-ce qu'on a été sondé, qui est-ce qu'on a été sondé, et comment est-ce qu'on les a sondés, puisqu'il y a finalement, vous avez d'un côté la VIX qui laisse supposer que personne n'est en train de se hedger, le niveau de la volatilité, personne n'est en train de se protéger, puisque tout le monde est confiant, et de l'autre côté, vous avez 75% des gens qui pensent qu'on va se péter la figure. Alors est-ce que les 75% des gens qui pensent qu'on va se péter la figure, c'est qu'ils savaient pas que l'Ukraine est en train de gagner la guerre? Alors peut-être que c'est à cause de ça, on ne sait pas. Chose est-il aujourd'hui qu'on est dans un flou total, mais là, on est dans une phase bullish pour le moment, toujours très très concentré sur le micro et le macro, mais toujours dans une phase bullish. Donc il faut voir un petit peu ce qu'on va voir tout à l'heure, et on aura un bon élément de réponse tout à l'heure à 14h30. Je vous cache pas que si le chiffre américain il sort à 9.2, on va avoir 2-3 problèmes au niveau des marchés, et par contre s'il sort en dessous des 8.1, j'imagine que le rallye devrait continuer. Ça semble assez facile la bourse quand on présente les choses comme ça. Au niveau des sociétés, parlons quand même des sociétés, essayons de parler d'un peu d'autre chose que de guerre, de macroéconomie et de géopolitique. En tous les cas, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que hier soir, Oracle a publié ses résultats, des résultats qui étaient en dessous de leurs propres attentes, donc un petit peu décevants. Grosso modo, c'est surtout des effets monétaires et rien de fondamental. Et ceci étant dit, commençons par parler des données sur l'inflation qui viennent tout juste de sortir, et il y a, disons, une bonne heure de cela. Parce que vous pouvez voir donc que la prédiction était, comme je vous l'expliquais ce matin, de 8,1%, et en fait elle vient d'être annoncée comme étant de 8,3%, 0,2 de plus. Donc l'inflation aux États-Unis est toujours en train d'augmenter, et c'est pas top évidemment. Aussi, ce qu'on a vu, c'est que l'inflation de base est en train de monter aussi. Ce qu'on appelle le core inflation aux États-Unis, ça représente en fait la valeur si vous ignorez la nourriture et les énergies, ce qui, comme on le penserait, serait le plus important. Vous mettez donc tout ça de côté, et vous avez ce montant, et lui aussi vient d'augmenter en passant de 6,1% à 6,3%. Et honnêtement, tout ça est un petit peu inquiétant, parce que ça veut dire qu'on est toujours en train de voir une augmentation de l'inflation, évidemment, et ça implique que la Fed va le plus probablement, genre d'ici une semaine, lorsqu'ils vont devoir annoncer la hausse des taux, eh bien ils vont probablement augmenter tout ça de 0,75 points de base, ou peut-être même 1% entier au vu des données du jour, ce que certaines personnes sont en train de craindre de plus en plus, et ce qui évidemment ne serait pas top. Avant de regarder plus en détail Bitcoin, ETH, BNB, GRT, je vous remonte des facteurs d'infrastructure qui, encore une fois, en mettant le contexte de côté, font penser à un point bas. Ce qu'il se produit actuellement, vous avez ici le graphique de la capitalisation boursière totale crypto, ressemble pour beaucoup à ce qu'il s'était produit ici au premier trimestre 2019, après les 85% de baisse et l'éclatement de la bulle spéculative début 2018. Je vous avais déjà montré le parallèle au niveau de l'indicateur technique RSI en hebdo. Je vous ai montré ça au début de l'été, qui était sorti par le haut, il a fait son pullback, sorti par le haut, il a fait son pullback. Et là, voilà, on voit première impulsion, et on a retracé 61,8, ça semble vouloir repartir. Bon, quelque chose ici qui est plutôt engageant pour la capitalisation boursière totale crypto. Ici, le BTC est descendu et les vendeurs n'ont plus jamais réussi à descendre sur ce niveau de prix, même en mars 2020. Nous n'avons pas la même configuration sur le dernier cycle car les vendeurs ont eu le loisir de revenir à plusieurs fois sur le support, ce qui nous donne justement un double bottom. Nous devons juste nous contenter de ne pas avoir laissé les vendeurs retoucher le bout de la mèche ici datant de
juin 2022. Cela fait plaisir de voir du vert depuis 3 semaines, mais nous allons devoir attendre bien plus pour avoir des confirmations haussières. Maintenant, je fais référence au titre. Oui, nous avons un signal puissant sur le BTC. C'est ce W en formation. Un double bottom parfait sur le support de 20K, mais rien n'est encore gagné. À noter que nous avons déjà un petit feu vert ici sur l'oscillateur RSI. Dans le meilleur des mondes, on valide le W, le BTC ralenti ici sur le haut de la figure ainsi que la résistance et il continue ensuite sur sa lancée. Inversement, les vendeurs reprennent la main et font descendre le BTC sous le support de 20K. En fait, en d'autres mots, ça va peut-être monter ou ça va peut-être descendre. Allez, blague à part, si j'ajoute Ishimoku, on distingue encore mieux le double bottom ainsi que le W, avec le haut ici correspond à la Kinjun, c'est-à-dire 46-47K. J'attire votre attention aussi sur la Kinjun, car ici, par exemple, quand on était dans le biseau d'élargissement, on a validé déjà une première fois avec la Kinjun, ensuite on a collé contre cette oblique, on l'a percé, on a travaillé le support ici, et ensuite on a validé pour rentrer dans la phase de bull run. Ici, regardez comme on est loin de la Kinjun. Contrairement ici où on avait déjà confirmé avec la Kinjun, pénétré dans le Kumo, péter le biseau d'élargissement, travailler la résistance, etc. Donc là, ok, on a un double bottom, on a vraiment pas mal de choses à faire du côté acheteur, contrairement ici. Donc pour l'instant, moi je suis bull. Ça c'est pour par rapport au fait que je pense qu'on va aller au moins tester la résistance ici, voire même casser. Pourquoi? Pour aller liquider les bears ici qui ont short ici, qui sont coincés. Maintenant, ça c'est pour le play à échelle de semaine, mais en tout cas pour la journée, on peut s'attendre plus à du choppy, du choppy, alors là par exemple la daily ça commence très bien. Je suis assez étonné de voir une daily aussi jolie, mais j'exclus pas le petit push et la réintégration. On a quand même des liquidations qui nous attendent du côté des 21 000. Tout à fait possible. Revenir visiter la résistance des 28 000 et puis pourquoi pas chasser quelques stops au-dessus des 32 pour faire un petit test premier arrêt fin d'année. C'est tout à fait possible. Ok. Maintenant, il y a du chemin à faire. Il n'y a pas encore les événements fondamentaux bullish dont il nous faut. La BCE a bien monté ses taux, c'est bien. Maintenant, il manque les chiffres du CPI aujourd'hui. Si ça continue de chuter, c'est bien parce que comme j'ai dit, ça pourrait forcer la Fed à revoir un petit peu sa politique monétaire et tous ces éléments font que peu à peu, l'argent peut re-rentrer, la confiance peut re-rentrer dans les assets à risque et du coup, on peut avoir des retracements par la suite. En plus de ça, tous les shorters qui sont sur les contrats dérivés, qui on a accumulé depuis très longtemps. Par exemple, Ethereum, les fundings n'ont jamais été aussi négatifs. Ici, c'est du jamais vu. Donc là, il y a vraiment des vendeurs très agressifs sur les contrats perp qu'on pourrait squeeze. Sur Bitcoin aussi, les fundings se sont pas mal calmés. Si on regarde, bon, c'est pas aussi faible que Ethereum, mais les fundings se sont quand même calmés. On a eu des fundings négatifs pendant quand même plusieurs jours ici. Du 18 août jusqu'à pendant plusieurs semaines, on a eu des fundings très négatifs. Donc il y avait quand même beaucoup de vendeurs ici qu'on est venu capturer. On a sauté quelques stops, quand même beaucoup de stops au sein du range. Voilà, il y a des choses qui font que ce marché a la possibilité, si la macroéconomie s'aligne sur l'analyse technique, qu'on puisse avoir justement une fin d'année plutôt haussière. Au niveau, alors j'ai mis un nouveau graphe ici, la Bitcoin dominance. C'est vrai que je l'ai regardé en backup et en fait il y a plein de graphiques et de charts que je regarde, que je mets pas en vidéo parce que voilà, je peux pas tout mettre, les vidéos durent trop longtemps. Mais bon, des fois j'en rajoute un petit peu. Donc là je rajoute la dominance. Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre vous veulent la dominance? Je le fais, moi ça me dérange pas. Hein. Donc là la dominance simplement qu'on rebondit sur une trendline long terme du 10 mai 2021, tu vois, bam, bam, bam. Et depuis que ça rebondit, c'est là où le Bitcoin a fait 10%. Donc le Bitcoin il montre que c'est lui le patron, le Bitcoin il fait du vert, l'Ethereum fait du rouge, tu vois. Donc là le Bitcoin pourrait montrer que c'est encore le patron jusqu'à arriver là. Et arriver là, on ne sait pas. Est-ce qu'il va péter ce canal? Et là, je pense que ça va être Bitcoin party, ça va être à la folie. Donc, c'est où un Bitcoin qui part très fort to the moon ou un Bitcoin qui part très fort aux enfers. Et là, tous les alts, on va tous pleurer. Ou alors, ça va faire ça. Et puis après, peut-être casser vers le bas. Et là, la Bitcoin humaine va s'effondrer. Et ça sera finalement l'année des altcoins. Et le Bitcoin, finalement... on s'en fout un peu. Voilà. On verra bien. Au niveau du ratio BTC sur ETH, donc quand ça monte vers le haut, c'est le BTC qui est plus puissant que l'ETH. Puissant, ça veut dire qu'il surperforme l'ETH. Et quand ça descend, c'est l'ETH qui est plus puissant. Donc là, tu peux voir que depuis août 2019, l'ETH
Il est bien, voilà, il vaut mieux avoir de l'ETH que du Bitcoin, en gros. Bon, donc là, on est sur un petit canal avec une trendline long terme ici, pam, 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 pam. Est-ce qu'on va monter sur le haut du canal, donc le Bitcoin va performer un petit peu pendant pas très longtemps, hein, peut-être quelques semaines, un mois, et après, est-ce qu'on va taper ce canal long terme, on va baisser, ça c'est l'ETH qui va reprendre en puissance? C'est possible, voilà. En tout cas, là, si tu regardes la Bitcoin dominance, je pense que le Bitcoin, il va montrer que c'est le patron dans les prochaines semaines. Il y a quand même pas mal de chances. L'interprétation, là, est ultra simple, mais ultra simple. En 3 semaines, d'accord, en 3 semaines, à chaque fois. Alors, vous allez me dire, bah, bravo, CM1, il n'y a pas beaucoup d'historique sur l'ETH, mais je m'appuie également sur l'expérience qu'on peut en avoir sur le BTC. À chaque fois, pour le BTC, que la pastille verte, donc vous voyez ici, la première pastille verte exprimée, d'accord, dans un marché bear, eh bien, s'exprime, arrive, le marché boule a commencé et le bear était passé, d'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est la même chose sur le BTC. Vous pouvez le faire par vous-même sur le BTC. On a fait l'expérience dans la vidéo précédente. Juste la vidéo avant celle-ci, vous allez sur celle-là et je fais le même travail. La même chose ici sur le TH qui se revérifie, d'accord. C'est-à-dire que là, maintenant, eh bien, on a eu la pastille verte. Le bottom avait été connu. Bon, là, pas assez d'historique. Donc c'est mort pour l'analyser. Je suis désolé, hein, le TH c'est 2015 hein, seulement, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et on fait avec ce qu'on a, comme j'avais déjà expliqué également, on est early adopter, c'est-à-dire qu'on fait partie des premiers adopteurs, d'accord, des premiers à avoir des cryptos, et on doit faire avec ce qu'on a en fait. On a tellement peu de choses historiques que voilà, on analyse ce qu'on peut. Plus tard, dans 40 ans, on aura plein d'historiques, on en fera ce qu'on veut. On pourra faire finalement... comment dire, un comptage des cas où cet indicateur a eu raison, où il a eu faux, et du coup faire un rapport et dire cet indicateur est plutôt fiable, plutôt pas fiable, etc., etc. Et on pourra finalement faire un ratio en fait entre guillemets de cette fiabilité-là. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on pour le moment on peut observer, c'est que dans le dernier crash, et le seul et dernier crash qu'on a eu finalement pour l'Ethereum, c'est-à-dire ici en année de 2018-2019. Eh bien, clairement, eh bien, on a eu cette pastille verte après le bottom. BTC, ça se confirme également. À chaque fois, depuis 2009, non, il n'y a pas de graphique depuis 2010-2011. Et également, mais du coup, on a de nouveau cette pastille verte qui s'indique en 3 semaines. D'accord. Au plus, la time frame sera grande et au plus, le signal sera fiable. Je suis déjà en 3 semaines, les amis. Je suis déjà en 3 semaines. Si on passe en monthly, d'accord, qu'est-ce qui se passe? En monthly, de toute façon, il y aura une latence. Il y aura une grosse latence par rapport au moment où il indique le bottom connu et le moment où, en fait, il y aura le vrai bottom et le signal, bottom. D'accord? C'est-à-dire que on le voit, le temps s'écarte à chaque fois, mais le signal est de plus en plus fiable. D'accord? Si on va dans des petites time frames, d'ailleurs, je vais faire l'exercice après pour le montrer, bah, le signal est de moins en moins fiable et ça devient ridicule. Mais clairement, ici, bottom connu en décembre d'année 2018. D'accord? Et le signal n'arrive que en avril, donc 4 mois après, c'est ça, hein, 4 mois, 5 mois même, parce que là on est en 18, et là au contraire on a le signal en avril de 2019, donc 5 mois après, on a le signal, donc il y a une latence beaucoup plus importante, d'accord? Donc là maintenant, en semaine, voire même en 3 semaines, on a déjà eu le signal vert, mais là on l'a pas encore sur le monthly, et quand il arrivera, vous aurez encore plus de confirmation. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit dossier sur AppCoin. C'est pour moi le king des NFT tout simplement. Ce qui est assez drôle avec ce secteur des NFT, c'est que c'est un secteur hyper clivant. Il y a des gens qui sont à fond dans le mode fanbase, à la vie, à la mort dans les NFT et tout ça. Et de l'autre côté, il y a encore des gens qui pensent que ce ne sont que des scams, des JPEG, qui à un moment donné vaudront 0. Donc l'idée c'est que malgré tout, malgré la baisse globale du marché, le secteur du NFT, Metaverse, GameFi au sens large, qui est pour moi un espèce d'ensemble, c'est le secteur le plus dynamique sur 2022. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en trame de fond, toutes les marques de luxe arrivent dans le monde du NFT, du Metaverse, surtout dans le monde du NFT. On a des grandes marques dans le monde du sport comme Adidas qui investissent actuellement dans le monde du NFT. On a la grande distribution, tout le monde veut un peu sa part du gâteau, c'est un secteur ultra dynamique. Qu'on y croit ou pas sur du long terme, je pense que quand on est investisseur crypto, avoir un petit pourcentage de son capital dans globalement NFT, Metaverse, GameFi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Surtout, je pense qu'on veut faire de la performance sur un secteur ultra dynamique. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire quand même, c'est qu'à la base, avant même qu'il y ait l'AppCoin, donc le token AppCoin, c'est surtout une société qui a développé une série limitée, et le coup de génie, c'est de faire quelque chose de limité. Il y avait déjà des NFT en particulier avec Flow, les CryptoKitty, mais en gros, c'est à volonté, il y en a des centaines de milliers. Leur idée de génie, c'est de faire une série limitée, un peu VIP select. Et donc, ils ont sorti une collection de 10 000 Bored Ape Yacht, voilà. Et l'idée, c'est que ça a été vendu à 8 centimes d'Ether.
Aujourd'hui, certains valent plusieurs milliers d'Ethers en millions d'euros. Donc ça a été vraiment une success story. Ils sont pas gavés sur le coup parce qu'ils ont récupéré, je crois, 1 500 000 euros de la vente. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces NFT valent plusieurs milliards, si ce n'est plusieurs dizaines de milliards. Et c'est un club très select. Aujourd'hui, Beyoncé, Snoop Dogg et tout ça en ont. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens, voilà, il y en a très très peu et ça s'adresse à un public très limité aujourd'hui, ça cartonne. Hop hop hop! Tu connais le zap communautaire? Passe de l'autre côté du zap et deviens toi aussi un zappeur et une zappeuse à part entière dans le zap crypto. Pour ça, rien de plus simple. Sous chaque zap crypto, en commentaire, copie le lien de la vidéo et les timecodes de l'extrait que tu as choisi. Et n'oublie pas de laisser un titre à ton passage. Attention, pas plus de 2 minutes 30. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.